La nuit était bien installée, alors que la voix d'un homme accepte à contre-cœur de prendre un verre, mais un seul. Son interlocuteur est attristé. Un seul verre après tant d'années, il a vraiment un cœur de pierre. Ses complaintes provenaient de Guirongja, et le voilà qui se met à servir un verre à celui qui sera notre héros, Jeom Muguk, qui semble lui aussi avoir subi les ravages du temps. Son allure sale, sa tenue couverte de boue et de sang, était ce qui marquait Rongja. Le vieil homme se remémore les souvenirs de l'époque. Ils étaient tous deux bien plus jeunes, et avaient les cheveux moins décolorés. Cependant, malgré son regard nostalgique, Rongja semblait attendre une réponse. Malheureusement pour lui, Muguk continuait de se murer dans le silence. Cela devait bien faire 40 ans maintenant, depuis sa première rencontre avec Muguk. À l'époque, il avait débarqué épée en main, avec un air déterminé. Il avait annoncé qu'il voulait être renvoyé dans le passé, avec l'art de la régression absolue. Cette déclaration avait tout naturellement surpris Rongja, lequel l'avait dévisagé d'un air dubitatif. L'art de la régression absolue. L'un des exploits de la famille Gui, une technique élaborée et transmise pendant des siècles au sein de leur clan. Bien que théoriquement incroyable, de par son retour temporel, il était un art pratiquement impossible à réaliser. Rongja aurait bien voulu le terminer, mais malheureusement, il avait dû abandonner comme tous ses prédécesseurs. Pour cause, il lui était tout bonnement impossible de réunir les 5 ingrédients requis pour la technique. Il avait alors accepté la demande de Muguk, à condition que ce dernier lui ramène lui-même les 5 ingrédients. En premier, la cloche du tonnerre, la relique sacrée du clan du vent céleste. En second, l'encens du brasier suprême, l'artefact emblématique de la famille du dragon divin, le noyau spirituel de la carpe des camillénaires, réputé pour être insaisissable, puis le secret du culte démoniaque, l'âme du démon. Il fallait également 5 millions de pièces que Rongja avait pu réunir, mais c'était bien là la seule chose qu'il a pu réunir. Et pourtant, l'homme devant lui était parvenu à tout rassembler au fil des décennies, même s'il a tout de même disparu un long moment avant de mettre la main sur le dernier ingrédient, l'âme démoniaque secrète du culte. Rongja avoue alors à son camarade qu'il le croyait mort quelque part dans une vallée perdue. Ah, il n'en croit pas ses yeux. Comment a-t-il bien pu faire pour réunir tous ces ingrédients? Prenant son verre, Muguk avoue d'un ton fatigué qu'il n'arrêtait pas de maudire ce soi-disant grand art à cause des ingrédients. Il a même envisagé de tout arrêter et de revenir en finir avec le clan Gui. Cette remarque n'étonne pas énormément Rongja, lequel reste de marbre. À la place, il s'est rendu compte à quel point l'homme en face de lui était jeune à leur première rencontre, alors que maintenant, il est devenu un vieillard aux cheveux blancs comme lui. Par ailleurs, son aura aussi avait beaucoup changé, mais c'était à prévoir. Il devait forcément se métamorphoser pour obtenir tous les ingrédients pendant toutes ces années. Rongja s'adresse ensuite à notre héros. Après tout, il pouvait enfin lui poser la question. Pourquoi veut-il retourner dans le passé? Cette phrase allume une colère noire en Muguk, lequel fracasse son verre sur la table, avant d'affirmer les yeux pleins de rage qu'il recherche la vengeance. Le vieil homme était si abasourdi que les momies du temps à venir. Même avec ses capacités, il ne peut se venger et doit retourner dans le passé. Muguk répond d'un ton sec que c'est la seule option, oui, avant que Rongja ne surenchérisse. De qui peut-il bien vouloir se venger? Le nom tant attendu sort alors de la bouche de Muguk. Il s'agit de Wamugi. Cette révélation le don de choquer Rongja au plus haut point. Et pour cause, tous les dirigeants des 3 plus puissantes factions de Murim sont morts des mains de Wamugi. Le chef de l'alliance du Murim, le seigneur de la faction maléfique, et Cheonma le démon suprême, tous sont morts par la même personne. Wamugi est incontestablement le plus puissant maître de l'histoire des arts martiaux. Rongja tente alors de raisonner son ami, même en retournant dans le passé, il ne pourra pas le vaincre. Cependant, notre héros serre sa mâchoire de colère. Il doit au moins essayer. Il faut absolument tuer cet enfoiré. Il a fait un carnage au clan des démons, et son père Cheonma a péri de ses mains. Mais ce n'est pas de lui dont il veut se venger, ni même de son enflure de frère qui est aussi mort de ses mains. Après tout, pour ceux qui ont dévoué leur vie aux démons, la mort n'est pas grand-chose. Rongja lui demande donc ce qui motive sa haine. Notre héros lui explique enfin. Ce jour-là, Wamugi a tué tous les serviteurs, tous les cuisiniers, et même les enfants qui ne connaissaient aucun art martial. Même les chats et les chiens, il a abattu toute forme de vie. Le vieil homme refuse d'y croire. Wamugi ne ferait jamais ça, c'est impensable. Cependant, Muguk se moque bien d'être cru ou non, puisqu'il ne peut pas le vaincre actuellement, alors il va retourner dans le passé. Et avant de tuer cette ordure de Mugi, il lui posera la question. Pourquoi est-ce qu'un maître aussi puissant que lui devait aller jusqu'à massacrer des enfants innocents? Rongja reste perplexe, mais il demande tout de même quelque chose. Si l'art de la régression absolue parvient vraiment à le ramener dans le passé, pourrait-il lui rendre un service? L'on lui demande alors ce qu'il voudrait qu'il fasse. Bien, le vieil homme commence par lui dire de venir le voir. Et alors que notre héros attendait la suite, Rongja continue alors plus sérieux que jamais. Il doit absolument l'empêcher de se marier. Muguk part alors en fou rire devant ses bêtises, mais Rongja lui assure qu'il est sérieux, qu'il lui dise de rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Tout sourire, son vieil ami promet à Rongja qu'il le fera, il a sa parole. À ces mots, les deux compères se lèvent enfin. Il est temps pour eux d'aller à l'endroit où ils lanceront l'art de régression absolue. Cependant, alors qu'ils
se lève, Muguk se met à vaciller. Son ami lui demande alors si tout va bien, et notre héros répond qu'il peut tenir le coup. Il a dû sacrifier un bras et un œil dans sa quête, mais bon, ce n'était pas un lourd tribut à payer pour obtenir l'âme démoniaque secrète. Quelques instants après, dans une salle adjacente, tous les ingrédients pour le rituel étaient désormais réunis. Ouvrant le coffre de l'âme démoniaque du culte, des filaments d'énergie sombre s'emparent alors des lieux. Rongja entame sa prière, avant qu'une résonance n'émane de chaque ingrédient. D'abord la cloche du tonnerre, puis l'encens du dragon, en passant par le noyau de la carpe, et enfin l'âme démoniaque, grondant de plus belle. Prononçant les derniers mots de l'incantation, l'agrégat sombre au centre de la pièce se transforme en une lumière aveuglante, allant jusqu'à fissurer l'espace-temps lui-même et créant une brèche dans la réalité. Le visage de Rongja trahit son étonnement. Il a réussi. Celui-ci se retourne ensuite ébahi vers son ami. Est-ce qu'il a vu ça? Il lui avait dit que ça marcherait. Cependant, notre héros était appuyé contre un pilier de la salle, dans un mutisme inquiétant. Rongja réfléchit alors un instant devant cette scène, avant de détourner son regard vers le portail, une idée lui traversant l'esprit. Le vieil homme s'adresse ensuite à son ami. Rongja espère que Muguk comprendra, mais le plus grand souhait de sa famille de retourner dans le passé, c'est aussi son rêve à lui aussi. Ses remords prononcés, l'ancien s'apprête alors à pénétrer dans le portail. Mais subitement Rongja se fige. Il ne peut plus bouger, ses méridiens sont scellés. La voix menaçante de Muguk appelle son ami Rongja. Comment ose-t-il lui faire une telle chose? Le chef du clan Gui tente de s'expliquer, qu'il écoute. Cependant, le fils de Cheonma se contente de se placer face au traître. La main sur la gorge, il l'écrase au sol, hurlant qu'il lui faisait confiance. Le visage de Rongja se remplit alors de larmes. Il a perdu la tête l'espace d'un instant. Il en est vraiment désolé. Il se doute d'à quel point Muguk a dû souffrir pour réunir ses ingrédients. Il n'aurait pas dû faire ça. Il est la honte de sa famille. Notre héros relâche finalement son emprise. Il n'est pas apte à juger l'égoïsme des autres. Après tout, il en a lui aussi fait preuve pour réunir ses reliques. Si ça avait été quelqu'un d'autre, alors il l'aurait tué sur le champ. Mais Rongja est son ami, et notre héros comprend ses sentiments. Il le remercie sincèrement du fond de son cœur d'avoir passé sa vie à attendre un espoir qui aurait pu ne jamais voir le jour. Rongja éclate alors en sanglots d'avoir été pardonné. Il est vraiment désolé, il fera tout pour. Subitement le temps s'arrête et tout se fige à l'exception de Muguk. Le monde c'est un agréant tracide, synonyme d'absence de vie, stoppant jusqu'à la course des papillons. Notre héros ne comprend pas, tout s'est figé, qu'est-ce que... Une voix inconnue se fait alors entendre, clamant qu'il a passé toutes les épreuves. Une figure ancienne d'apparence mystique se tenait maintenant devant Muguk. Ce dernier intrigué demande tout naturellement à qui il a affaire. Le vieillard lui répond simplement qu'il est celui qui peut le renvoyer dans le passé. Pourquoi affiche-t-il un air si surpris? Pour quelqu'un qui prévoyait de briser l'ordre du temps, il manque encore d'ouverture d'esprit. Les véritables ingrédients pour cette technique ne sont pas ces vulgaires matériaux. Il s'agit en réalité des sacrifices qu'il a dû endurer pour les réunir. Notre héros a passé l'épreuve en se délaissant de tout ce qu'il possédait pour accomplir son objectif. Pardonner à Gui Rongja était là son dernier test. Cela n'en a pas l'air, mais il était bien le plus difficile. Cependant, Muguk a réussi haut la main ce dernier test. Et bien dans ce cas, celui-ci souhaite que sa requête lui soit accordée. Ce vieil homme peut-il le renvoyer dans le passé? L'on lui demande alors ce qu'il fera une fois là-bas. Et Muguk assure qu'il tranchera ceux qui méritent de mourir et sauvera ceux qui sont innocents. L'apparition lui demande à nouveau si cela est vraiment tout ce qu'il souhaite accomplir. Eh bien, notre héros lui avoue qu'il aimerait bien vivre correctement. Il désire peut-être revenir à ce point, parce qu'il regrette autant sa vie qu'il ne hait Wamugi. Oh, l'ancien est intrigué. Quel regret souhaiterait-il corriger? Avec conviction, l'on lui rétorque tout. Depuis sa naissance, notre héros n'a jamais agi de son propre chef. Il y avait toujours quelque chose qui le manipulait. Il a été poussé jusqu'ici par le destin qu'on lui a tracé, et sa vie entière a été gâchée par ce chemin qu'il ne souhaitait arpenter. La voix sourit devant cette réponse pleine d'honnêteté. Il est curieux de savoir comment il vivra maintenant. Oui, il a vraiment hâte de voir sa nouvelle vie, et ce qu'il compte y accomplir. Ces mots, le temps reprend alors son cours, et Rongja reprend ses pleurs de plus belle. Reprenant son calme, il sait qu'il abuse de la bonté de Muguk, mais pitié qu'il n'oublie pas sa requête, qu'il l'empêche de se marier. Notre héros se contente de sourire en silence avant de se diriger vers le portail, ne lâchant qu'un modeste adieu à son ami. Et c'est sur un dernier rappel du vœu de Rongja que tout se met à devenir flou, une lumière aveuglante entourant Muguk. Puis sans même s'en rendre compte, Muguk se tenait là, les yeux ébahis. Notre héros était maintenant dans une arène, faisant face à une foule bruyante et frénétique. L'ancien vieillard arborant maintenant sa jeunesse d'antan faisait désormais face à une statue qu'il ne reconnaît que trop bien. Et c'est sous les acclamations de plus en plus bruyantes de la foule qu'il n'y avait plus aucun doute. Muguk
est bien retourné dans le passé. Cependant, ses pensées sont interrompues par une sensation familière, et se retournant vers sa provenance, Mugok posait les yeux sur cet être qui, par sa seule aura, se démarque du commun des mortels. Celui qui arbore le titre de Cheonma, le démon suprême, celui qui est actuellement reconnu comme l'être le plus puissant de ce monde, le maître de ce domaine, son père, Jeom Woo-jin, seigneur du clan des démons. Notre héros est un peu soulagé. Cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait vu. Le patriarche remarque alors le regard de son fils, avant que celui-ci ne lui lâche un sourire. Au même moment, on interpelle le fils de Cheonma. Il en a marre d'attendre. Une gigantesque épée vient ensuite se planter dans le sol. Un guerrier se tenait face à Mugok, réclamant qu'il débute leur duel. Notre héros tenait son épée encore dans son fourreau, et c'est alors qu'il comprend. Aujourd'hui est un jour spécial. Il semblerait que Mugok soit revenu pour le premier festival du démon. Il y a quelques années, son père Cheonma a déclaré que la sélection du prochain héritier du clan ne serait plus limitée à ses simples descendants. Ces paroles ont provoqué l'effervescence générale. Cela signifiait que peu importe son sang ou son rang, n'importe qui pouvait devenir le prochain démon suprême tant qu'il était le plus fort. Son père a montré que sa déclaration était sérieuse en inaugurant le festival du démon. Il s'agit d'un tournoi d'arts martiaux dont le vainqueur obtient le droit de défier un des deux fils du démon suprême. Le gagnant de ce duel se verra ensuite honoré d'un souhait du chef en personne. Bien, le guerrier vainqueur du festival annonce au second jeune maître qu'il peut toujours abandonner. Cependant, notre héros ne dit pas le moindre mot. Ça lui revient maintenant. Il était fou de rage quand cet homme l'avait choisi. Cela voulait simplement dire qu'il le prenait pour une cible plus facile que son grand frère. Mais maintenant qu'il y repense, il y avait bien une autre raison. Le challenger en face de lui avait soudoyé l'un des cuisiniers du palais afin de verser du poison dans son repas, l'empêchant temporairement de recourir à son énergie interne. Mugok avait donc perdu le duel à cause de ce coup bas, et bien qu'il ait tout raconté à son père, ce dernier n'avait rien dit. Non, à vrai dire même, son regard semblait blâmer son fils de s'être fait avoir par une ruse pareille. Après ça, notre héros avait repoussé ses limites pour garder la face. Mais accumulant erreurs et échecs, il a fini par perdre sa place dans la bataille pour la succession. Et tout ça avait commencé à partir de la défaite d'aujourd'hui. Le guerrier challenger s'énerve. Le jeune maître était dans la lune ou bien? Cependant, Mugok reste toujours muet, avant de demander au type qui il est déjà. Est-ce qu'il se moque de lui? Il est Gu Pyongo. Notre héros croit s'en rappeler. Il est un disciple de l'un des 8 vénérables démoniaques, Gu Cheonpa, le sabre céleste sanguinaire. Gu Pyongo est le 5e de ses 7 disciples. Bon, le challenger reprend agacé. Vu comment il ose le provoquer, le second jeune maître doit avoir confiance en lui. Ignorant ses propos avant que le duel ne débute, Mugok lance un regard à son père. Notre héros ne le savait pas autrefois, mais vu son regard aujourd'hui, il devait savoir que son fils avait été empoisonné. Le grand Cheonma voulait sûrement savoir comment son fils Mugok allait se tirer de ce mauvais pas. Avec ses connaissances de sa vie antérieure, Mugok peut vaincre ce rigolo en un seul mouvement, même sans énergie interne. Cependant, il est encore trop tôt pour lui de révéler ses véritables capacités. Pour l'instant, notre héros doit rester discret quant à son retour temporel et cacher sa force. Mugok dirige alors son poing vers le ciel et déclare fièrement devant tous les guerriers du culte réunis ici qu'il affrontera son adversaire sans recourir à son énergie interne. L'ensemble du public restait sans voix devant cette annonce, de même pour le challenger du duel. Soudainement, tout le monde se met ensuite à scander le nom de Jeom Mugok. Pyongo annonce à son tour qu'il n'usera pas de son énergie interne, lui non plus. Cependant, le public se refroidit face à cette décision. Si les deux font ça, le combat va être d'un ennui. Autant partir avant de s'endormir. Le challenger enrage de plus belle. Que ces crétins ne le sous-estiment pas. Son épée peut trancher la pierre même sans énergie. Ignorant son adversaire du côté de Mugok, celui-ci retrouvait les sensations d'un corps rajeuni, incertain s'il pourrait ou non s'y habituer. Bien, le disciple lève alors son arme et ordonne au fils de Cheonma de dégainer lui aussi. Cependant, le concerné répond simplement qu'il ne pense pas en avoir besoin. Les spectateurs s'en amusent et y ajoutent leur grain de sel pour humilier Pyongo. Ce dernier annonce qu'il ne peut tuer le fils du seigneur. Mais fonçant à la seule annonce qu'il compte bien lui prendre au moins un bras. Sans aucun problème, Mugok esquive la lame. Parfait, son cœur réagit mieux qu'il ne l'aurait cru. Il pensait être moins rapide. Le disciple Gu enchaîne sans attendre avec une tranche latérale de son épée. Malheureusement pour lui, notre héros l'avait esquivé d'une acrobatie aérienne, avant de ratterrir, dissipé de toute crainte. C'est donc comme ça que son cœur battait à son jeune âge. Quelle magnifique sensation, il l'avait oublié. Mister Rouflaquette ne se calme pas. L'âme en main, il bugle qu'il effacera sourire. Mugok n'est pas inquiété. Sans attendre, il fonce alors vers son opposant, pourtant paré à frapper, avant de lui faire goûter à son coude en plein plexus. Et alors que Pyongo recrache ses poumons, un poing serré vient embrasser son vilain faciès. Notre héros décroche un magnifique uppercut droit dans le challenger. Ce dernier a presque été mis KO, mais l'on le rattrape alors par le col. Mugok prépare ensuite une offensive des plus menaçantes.
avant d'envoyer une rafale de punch surpuissant. L'impact vient s'abattre tel un éclair sur Pyongo, lequel en recrache ses tripes alors que sa conscience disparaît. Le vaincu s'écroule misérablement au sol, mais notre héros l'attrape alors le bras, demandant si c'est celui-là qui a payé le cuisinier. Pyongo n'en revient pas que la supercherie était découverte. Et voilà que Mugak explose le bras du vilain tricheur. Le second jeune maître restait imperturbable de son acte, bien que le public, lui, reste sans voix de la situation. Son adversaire gisant pitoyablement au sol, Mugak lui envoie un regard dénué de toute pitié. Revenir à cette époque lui a coûté beaucoup. Il ne laissera pas des ordures se jouer de lui comme avant. La main du seigneur Cheonma se lève ensuite. Aux yeux et aux oreilles de tous, il déclare que comme promis, il va accorder un souhait au vainqueur. Jeom Mugak, vainqueur du festival du démon, que désire-t-il? À ces mots, son fils se met à réfléchir. Normalement, le vainqueur demande une arme de maître artisan ou un manuel d'arts martiaux secret. Tout le monde doit s'attendre à ça. Seulement cette fois, notre héros va suivre son instinct. Il annonce ensuite à son cher père que son souhait est de partir chasser avec lui. Cette déclaration laisse tout le monde sans voix. Cheonma lui-même semble étonné. Il veut partir chasser. Mugak affirme que oui. Il entend dire que son père aimait la chasse depuis sa jeunesse. Le seigneur du clan se lève alors et annonce froidement qu'ils partiront demain à l'aube. Sur ces mots, Jeom Woo-jin s'en va, salué par les 8 vénérables du clan des démons. Notre héros observe son père repartir et son adversaire en profite pour râler. Qu'est-ce que c'est que ce souhait pourri? L'on lui demande alors qui il est déjà et ce qu'il fout ici. Le gros loser se met ensuite à chouiner tout en se faisant escorter vers la sortie. Mugak finit par se plonger dans ses pensées. Ces sales types ont profité de la vie sans personne pour les arrêter. Mais la fête est finie. Maintenant, il est là pour remettre de l'ordre dans le clan. Il va nettoyer toute la poussière incrustée dans ce domaine. Peu après, dans un bâtiment annexe, il peinait vraiment à réaliser qu'il a retrouvé sa jeunesse d'antan, lui qui était devenu un vieillard. Après ça, ses pensées se dirigent vers Wamugi. Que peut-il bien faire en cet instant même? Mugak pourrait tout résoudre en le tuant avant qu'il ne devienne fort. Mais ce type est actuellement introuvable. Mugi est soudainement apparu dans le Murim, comme s'il était tombé des cieux. Il n'y a quasiment aucune information à son sujet. Dans son ancienne vie, il s'est même volatilisé, après avoir détruit l'alliance du Murim, la faction maléfique et le culte démoniaque. Si Mugak essaie d'envoyer des hommes pour le retrouver, Mugi risquerait de faire quelque chose d'imprévu, et ses connaissances sur le futur deviendraient alors obsolètes. Au final, la priorité, seule option sûre de notre héros, est de devenir plus fort que Wamugi. Interrompant alors le jeune maître, une voix féminine se fait entendre. L'on lui dit qu'il a magnifiquement combattu aujourd'hui. Notre héros reconnaît cette voix, qu'il n'a entendue depuis des décennies. La jeune femme qui l'a interpellé s'appelle Liane. Il ne s'en est pas rappelé de suite, mais elle était sa garde du corps à l'époque du culte. Dans la jeunesse de son ancienne vie, Mugak ne savait pas que sa corpulence était un effet secondaire de son art martial. Liane avait enduré tout ça par dévotion pour lui. L'art de la pétrification physique. Cette technique permet de temporairement rendre le corps aussi dur que de la pierre. C'est un art secret seulement transmis à quelques élus, et elle a choisi de l'apprendre. Cependant, il y a une contrepartie à ça, le gigantisme. Cet art martial rend le corps énorme. Dans son ancienne vie, Liane s'était jetée devant lui pour bloquer l'aura d'épée de Wamugi. Son sacrifice est la seule raison pour laquelle il a pu survivre. La garde du corps remarque alors que le jeune maître la dévisage. Y a-t-il une raison quelconque? Notre héros n'avait jamais remarqué à quel point sa voix pouvait être plaisante à entendre. Elle a toujours été prête à se sacrifier pour lui, mais à l'époque, il ne la prenait que pour une simple garde du corps. Il considérait son existence comme acquise, un peu comme l'oxygène qui leur permet de respirer. Maintenant que notre héros peut apprécier à nouveau la compagnie de Liane, un sourire chaleureux se grave alors sur son visage. S'il n'était pas revenu dans le passé, il n'aurait jamais imaginé à quel point Liane pouvait dégager une présence aussi grandiose. Lorsqu'elle était plus jeune, l'on disait de Liane qu'elle deviendrait la plus grande beauté du monde si elle continue de grandir ainsi. Cependant un jour, elle a soudainement pris du poids. La seule chose qu'elle ait dite après ça, c'est qu'elle protégerait le jeune maître à tout prix. À l'époque, notre héros ne savait pas qu'elle avait énormément pleuré après la transformation de son corps. Il n'avait jamais remarqué à quel point ses yeux étaient gonflés par les larmes. Aujourd'hui, il se demande bien ce qu'elle a pu ressentir. Elle a volontairement fait une croix sur son apparence alors qu'elle aurait pu devenir la plus grande beauté du monde. Et lui n'a même pas daigné la réconforter, ni même simplement la remercier. Probablement même qu'il n'a fait que devenir de plus en plus froid avec elle après qu'elle ait grossi. Notre héros en fait intérieurement le serment. Il promet qu'il va débarrasser Liane des effets secondaires de cet art maudit. La garde du corps s'approche ensuite de son jeune maître pour demander si tout va bien. Celui-ci la rassure et même répond qu'il va mieux que jamais.
jamais. Cependant, sa subordonnée le trouve un peu étrange aujourd'hui. Notre héros constate que c'est bien digne de la garde du corps qui le protège tous les jours. Elle a tout de suite remarqué les changements qui se sont opérés en lui lorsqu'il est revenu dans le passé. Mugek tourne ensuite les talons épée en main et lui annonce qu'il va lui montrer quelque chose d'encore plus étrange, qu'elle le suive. Sa compagne lui demande alors où est-ce qu'ils vont subitement. Le jeune maître répond qu'ils vont aller donner un coup de pied dans la fourmilière. Au cœur de la nuit, à l'intérieur de la cuisine impériale, notre héros interpelle la troupe de cuisiniers et leur demande pourquoi ils ont fait ça. Cependant, le vieux chef ne semble pas comprendre. De quoi le jeune maître parle-t-il? Mugek va être plus précis et s'adresse à l'un des hommes. Pourquoi est-ce qu'il a mis du poison dissipateur d'énergie dans son repas? Le cuisinier s'empresse alors de démentir qu'il n'a rien fait, mais notre héros continue. S'il devait faire une supposition, il dirait qu'il a encore dû perdre de l'argent dans des paris récemment. Notre héros est au courant. Ce type a une énorme dette à cause de son addiction au jeu. Il a dépensé tout l'argent de ses parents et a même fait des emprunts à ses amis. Voilà pourquoi il était assez fou pour empoisonner le repas du fils de Cheonma. Désespéré, le cuisinier s'effondre au sol réclamant la pitié du jeune maître. Ce dernier se contente alors de demander si Pyongo l'a lui-même payé. Et à peine le traître confirme-t-il cela que Mugek sépare sa tête de ses épaules sans une once d'hésitation. Tous les spectateurs se retrouvent horrifiés de cet acte soudain, contrairement à notre héros qui affirme froidement qu'un cuisinier ne devrait pas jouer avec la nourriture. Le vieux chef s'empresse alors de s'agenouiller pour demander pardon au jeune maître. Il en prendra toute la responsabilité. Cependant, notre héros lui demande pourquoi au juste. Est-ce que lui aussi aurait été soudoyé? Le vieillard assure que non, mais les fautes de ces hommes sont aussi de sa responsabilité. À ces mots, Mugek interpelle le chef Lim. S'il applique cette logique au clan, cela veut-il donc dire que le seigneur Cheonma est responsable des défauts de ces hommes? Le vieil homme s'empresse de répondre que non, bien sûr. Alors dans ce cas, pourquoi lui essaie-t-il d'en prendre la responsabilité? Qu'il arrête donc ses sottises et lui prépare des nouilles au poulet pour le dîner. Ça fait un moment qu'il n'en a pas mangé. Le cuisinier reste sans voix, que ça soit de la clémence du jeune maître ou par l'absurdité de la situation. Liane rattrape alors notre héros qui s'en va et lui fait remarquer qu'il en a pourtant mangé il y a quelques jours, non? Le visage innocent de sa garde du corps fait sourire le jeune maître. C'est juste que pour lui, eh bien, cela lui a paru être une éternité, tout simplement. Le lendemain à l'aube, devant le manoir de Cheonma, ce dernier se tenait debout, armé de sa lame et habillé de son manteau de fourrure. Le seigneur demande ensuite à son fils s'il prévoit de partir au bout du monde. Pourquoi celui-ci était équipé de la tête aux pieds, en plus d'être armé d'un sac des plus imposants? Le second jeune maître indique simplement que c'est ce dont il a besoin pour les prochains jours. Son père ne comprend pas. Qu'entend-il par les prochains jours? Il est seulement prévu qu'il n'ait chassé qu'aujourd'hui. Eh bien, Mugek répond qu'on ne sait jamais. Son cher père pourrait apprécier ce moment et décider de le rallonger. Ces mots remplis de confiance provoquent un sentiment des plus inexplicables chez le seigneur. Et se mettant en route, il le prévient qu'il rêve un peu trop grand. Une fois dans les montagnes adjacentes au domaine du clan, le duo père-fils continue de s'enfoncer toujours plus loin dans la forêt. Cheonma brise ensuite le silence d'une remarque. Son fils est meilleur qu'il ne le pensait. Voilà qui intrigue Mugek. Son père aurait-il remarqué qu'il cachait sa force lorsqu'il a affronté Pyongo? Juste au cas où, peut-être ferait-il mieux de lui dire. Notre héros annonce alors qu'il dissimule son vrai niveau. Ce à quoi Cheonma rétorque qu'il avait remarqué, oui. Cependant, son fils surenchérit. Il n'est pas un chat qui miaule, mais un tigre qui dissimule ses griffes. Son père demande ensuite pourquoi un tigre s'embêterait à cacher ses griffes. Oh, maintenant qu'il le dit, Mugek n'y avait pas pensé de cette manière. Eh bien, c'est justement pour ça que le chef de clan affirme qu'il n'a encore qu'un chaton. Et sinon, à quel point maîtrise-t-il l'art de l'épée ascendante? Les enseignements de l'épée ascendante sont seulement transmis à la lignée de Cheonma. Il s'agit d'un art martial unique, extrêmement avancé, du même niveau que ceux des vénérables démoniaques. Notre héros assure à son père qu'il la maîtrise totalement. Un rayon d'énergie vient alors lui frôler le visage. S'il n'avait pas tourné sa tête par pur instinct, ce truc lui aurait percé le crâne. Voyant comment son fils a évité son assaut, Cheonma constate qu'il a vraiment maîtrisé. Mugek est mitigé, son père n'en était pas sûr, mais il a quand même tenté. Et s'il n'avait pas esquivé, hein? Eh bien Cheonma lui assure que ça lui aurait servi de punition s'il lui avait menti. Une maîtrise complète de l'épée ascendante signifie qu'il peut esquiver ça. Oui, mais tout de même. Mugek proteste qu'il a arrêté sur le visage de son père. Ce serait dommage de laisser une cicatrice. Le patriarche Jeom marque un instant de silence difficile à appréhender. Notre héros se demande s'il n'aurait pas franchi la limite avec cette plaisanterie. Cependant, son père se contente d'ignorer cette réplique et assure simplement que maîtriser cet art à son âge, il doit l'avouer, cela mérite des compliments. Notre héros ne s'attendait pas à cette réponse venant de son père, et il se contente alors de continuer à marcher sans poser plus de questions. Notre héros n'aurait jamais cru entendre un jour ces mots sortir de la bouche de son père. Il se contente alors de continuer à marcher sans poser plus de questions, avant de tout de même prononcer un remerciement à son père pour ces mots. Quelques temps après, alors que Cheonma est agenouillé, en train d'observer les traces d'un animal, son fils lui demande qui lui a appris à chasser. L'on répond alors simplement qu'il s'agit de son grand frère. Notre héros est étonné. Cela veut-il donc dire qu'il a un oncle? Qu'il avait. Son père lui annonce alors qu'il est mort.
avant de révéler qui l'a tué lorsqu'il avait l'âge de notre héros. Ce dernier rétorque alors qu'il a bien fait, provoquant la stupeur sur le visage de Cheonma, puis se retournant intrigué vers son fils. Mugak rajoute ensuite que sans ça, ses fils ne seraient probablement pas nés. Woo-jin reste un instant sans rien dire, avant de reprendre sa marche dans un mutisme profond. Notre héros n'est pas naïf. Bien qu'il soit le démon suprême, son père n'a pas dû apprécier affronter sa propre famille. Dans sa vie antérieure, Mugak a remarqué que plus un guerrier semble fort, plus ses blessures sont profondes. Son père brise enfin le silence, indiquant qu'à l'époque, il n'avait pas réussi à trouver d'autres solutions. Notre héros est attristé par cette déclaration. Même Cheonma n'a pas trouvé le moyen de remporter la bataille pour le trône sans tuer son frère. Il affirme que les choses pourraient ne pas être différentes pour lui. Si même son père n'a pu trouver d'alternative, alors cela risque d'être des plus difficiles pour Mugak, qui plus est, avec un grand frère aussi compliqué que le sien. Leur père devait se douter à quel point son fils aîné peut être sans pitié. Cette remarque ne surprend pas le patriarche. Pour autant, il se contente de rester muet, sans affirmer ou nier les dires de son cadet. Finalement, le chef de clan indique à Mugak qu'il a la langue bien pendue pour parler de quelqu'un qui n'est pas présent. Une fois la discussion passée et la route reprise, voilà que les deux hommes escaladaient une montagne à coup d'impulsion. Notre héros était toujours pensif de la conversation plus tôt. Il ne s'est pas marié dans sa vie antérieure, du coup, il ne sait pas ce que ça provoque comme sentiment de voir un enfant. Il est curieux. Qu'est-ce que Mugak peut bien représenter aux yeux de son père? Ses pensées organisées. Voilà les deux hommes arrivés au sommet de la falaise. Un peu intrigué, notre héros demande à son père s'il y a quelque chose ici. Ce dernier lui répond simplement qu'il s'agit de leur dîner. Oh, et bien Mugak a dit qu'ils n'ont qu'à l'attraper. Mais le chef de clan lui demande alors comment il compte s'y prendre sans voir sa proie. Le démon suprême lui conseille ensuite de fermer les yeux afin de ressentir ce qui l'entoure. D'abord perplexe que son père se montre si pédagogue, notre héros finit par l'écouter et ferme les yeux. Il en avait entendu parler une fois, mais les grands maîtres peuvent capter la présence de vie autour d'eux en ressentant les fluctuations dans l'air. Actuellement, la seule présence qu'il ressent, c'est l'écrasante énergie de son père. Celui-ci reprend ses conseils. À présent, que Mugak envoie de l'énergie, juste un peu, qu'il ne la laisse pas se disperser et la rendre des plus fines. Woo-jin va donner un exemple à son fils, qu'il imagine que son corps est une pelote de laine. Ensuite, qu'il libère lentement son énergie comme s'il tirait sur un fil. Écoutant les précieuses paroles de Cheonma, un filet d'énergie émane de Mugak. Puis voyant l'expression de son fils changer, le seigneur démon demande s'il a trouvé, chose que confirme son cadet. L'on lui demande alors de quoi il s'agit. Notre héros parvient à discerner la forme de la cible. Il pense qu'il s'agit d'un arbre. Bien, son père lui ordonne de continuer à explorer les alentours, lentement. Le fil d'énergie se détache ensuite de l'arbre pour s'en éloigner, chose qui semble demander une concentration extrême à notre héros. Puis alors qu'il s'approche du sol, des poils secs se font ressentir, avant que la bête ne se révèle un peu plus, affichant un groin et degrés. Mugak sort alors de sa transe, affirmant que c'est un sanglier. Enfin, il n'en est pas trop sûr, ça pourrait être un ours. En tout cas, ça a de la fourrure et une grosse carrure. Cheonma lui confirme un peu surpris qu'il a vu juste, c'est bien un sanglier. Puis après un court instant de silence, il ajoute que même lui n'avait pas réussi à deviner à cette distance lors de son premier essai. Eh bien Mugak lui affirme de sourire qu'après tout, il est le fruit du seigneur des démons. Il en va de son devoir de fils, de tout faire pour dépasser son père. Un regard lourd grave alors le visage de Woo-jin, signifiant qu'il se souviendra de ses paroles. Une fois le feu de camp préparé et le sanglier en train de rôtir, le seigneur démon demande à son fils où est-ce qu'il a appris la préparation du gibier. Il a l'air plutôt doué. Mugak affirme qu'il a lu ça dans des ouvrages, sauf qu'en réalité, il a dû faire ça pour se nourrir dans son ancienne vie. D'ailleurs, il rajoute même qu'il a aussi préparé la fourrure sur laquelle son père se tient, en espérant que cela lui plaise. Eh bien le chef de clan espère que tout ceci n'a pas été pensé avec comme seul but de gagner des points auprès de lui. L'on lui assure alors que non. D'ailleurs, notre héros pense même pouvoir devenir son successeur sans son aide. Oh, voilà une déclaration pleine de culot. Le démon suprême invite son fils à lui répondre. Pourquoi tu demandes à partir à la chasse? Levant les mains, Mugak lui explique qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'il souhaite apprendre le plus possible de Cheonma pour devenir plus fort. D'ailleurs, il pense déjà avoir atteint cet objectif. Intrigué, Woo-jin lui demande donc ce qu'il fera une fois devenu plus fort. Mugak s'assoit et rassure son père qu'il ne vise pas son titre de Cheonma pour le moment. Il ne souhaite pas gâcher sa jeunesse avec ça, d'autant plus que son père est au sommet de sa force. Notre héros serait satisfait s'il pouvait apprendre les enseignements de Cheonma en étant simplement son héritier. Au fond de lui, Mugak doit juste devenir plus fort. Il doit vite apprendre et maîtriser l'art démoniaque des 9 calamités. Non, il doit même surpasser ce niveau. Son père avait atteint la 10e constellation, mais a quand même perdu contre Wamugi.
donc il doit au moins viser la maîtrise de la 12e constellation. Le sortant de ses pensées, Woojin demande alors la deuxième raison. Ah ça, eh bien... Son fils lui assure qu'il voulait passer un peu de temps seul avec lui, pour la toute première fois. Voilà qui arrache un sourire au paternel, bien qu'il indique que ce genre d'intention est futile. L'on lui dit que ce n'est pas vrai, son père est la figure la plus forte de ce monde. Tout ce qui le concerne de près ou de loin est une bénédiction. Le chef de clan reste un instant à ressasser ses mots, avant de détourner le regard, visiblement pensif de ce genre de paroles. Muguk, quant à lui, portait grande attention à la présence de son père. Il a beau y réfléchir, il n'arrive pas à se souvenir de bons moments en sa compagnie, contrairement aux instants de terreur qu'il souhaiterait bien oublier. Notre héros ne veut pas répéter la même chose dans cette seconde vie. Enfin, Muguk ne compte pas faire ça pour le bien de son père, mais bel et bien pour son propre intérêt. Une fois les premières lueurs de l'aube montrant le bout de leur nez, notre héros indique qu'il est temps de repartir. Cependant, son père l'interrompt pour demander où est-ce qu'il va comme ça. S'il part à la chasse avec Cheonma, le minimum est d'au moins ramener un tigre. Ces mots provoquent la confusion chez Muguk, mais son père ne compte pas se répéter, qu'il ne reste pas planté là et le suive. Le jeune maître acquiesce alors, sans y réfléchir à deux fois, et après s'être rendu plus loin dans une forêt de bambous, Cheonma ordonne à nouveau à son fils de fermer les yeux, mais que cette fois il enroule son énergie dans les courants du vent. Alors qu'il s'exécute, notre héros est impressionné. Pendant tout son apprentissage des arts martiaux, il n'a jamais pensé à infuser son énergie dans le vent. Personne ne lui a jamais suggéré, et aucun manuel n'en parlait. La voix de Woojin continue de le guider, qu'il se décide à libérer un peu plus de son énergie. S'il reste aussi lent et prudent, cette compétence n'aura aucune utilité. S'il espère s'en servir en combat, il devra envoyer son énergie vers la cible le plus vite possible. Le jeune maître fait alors comme demandé, et voilà qu'un filet d'énergie s'échappe rapidement de son corps. Il peut distinctement sentir son énergie et le vent. Cependant, il n'a aucune idée de comment mélanger les deux sans que son énergie ne se disperse. Soudainement, le prodige semble avoir un déclic. Voilà la solution. Il ne faut pas suivre le vent ou le pénétrer, mais y enrouler son énergie. Maintenant débloqué, le fil d'énergie se met à foncer, zigzagant entre les bambous qui inondent la forêt. Puis finalement, le voilà qui termine sa course contre la silhouette d'un tigre tapis dans l'ombre. Notre héros perd sa concentration, en même temps qu'un rugissement se fait entendre au loin. Complètement ébahi, il affirme que c'est bel et bien un tigre à son père, qui, d'abord choqué par ça, finit par afficher une expression des plus sérieuses. Il conseille ensuite froidement à son fils de continuer à s'entraîner. Plus il pourra libérer de fils, et plus ses chances de survie augmenteront. Une fois le soir à nouveau venu, Muguk sert alors une bouteille, affirmant à son père que c'est son arme secrète. Le seigneur démon prend alors une grosse gorgée, avant d'être agréablement surpris. En effet, comme il l'a dit, ce vin est d'une qualité rare. De son meilleur jeu d'acteur, notre héros affirme que c'est beaucoup trop fort pour lui par contre. L'on lui répond alors qu'aucun disciple du démon ne devrait se plaindre de ça. Mais le jeune homme ne voit pas où est le problème. Tenir l'alcool ne signifie pas forcément que l'on mérite plus de vivre qu'un autre. Le seigneur démon s'insurge. Dans ce cas, son fils devrait le tuer, lui qui apprécie fort l'alcool. Mais l'on lui assure alors qu'aucun enfant ne saurait faire ça à l'un de ses parents, voyons. Enfin, bien sûr, il s'agit d'un autre mensonge de Muguk. Si cela lui était profitable, il n'aurait aucun état d'âme à éliminer son père. Aujourd'hui, la toute première fois qu'il a un moment avec lui. Comment sa vie pourrait-elle être plus précieuse que celle de notre héros? Interpellant le seigneur, Muguk demande si celui-ci pourrait éliminer son fils. Cheonma se contente de boire, affirmant qu'il s'agit là d'une question fort contradictoire, venant de son fils et de sa philosophie. Eh bien Muguk va essayer d'y répondre seul. Peut-être que l'alcool lui permettra de trouver. Descendant quelques gorgées de vin, notre héros est fixé par son père, lequel affiche une expression signifiant que la réponse n'est pas évidente même pour lui. De retour au domaine du clan une fois la nuit tombée, Muguk était en pleine séance de méditation dans la salle d'entraînement. Une aura bleutée familière émanant de son corps. Et alors qu'il lâche un dernier soupir, son visage s'emplit d'une satisfaction reposante. Il s'est concentré sur son entraînement pendant plusieurs jours. Il peut maintenant infuser son énergie dans le vent, tout en maintenant 3 à 4 lignes d'énergie en simultané. Notre héros n'en revient pas. Il n'aurait jamais pensé que son père lui apprendrait à ressentir les alentours d'une telle façon. Grâce à ça, il peut savoir à l'avance si l'ennemi va l'attaquer. Ça revient presque à avoir une deuxième vie. Si Muguk continue de s'entraîner et parvient à libérer 10 lignes d'énergie en simultané, alors il pourra neutraliser toutes les techniques de camouflage. Enfin, bien que son père soit terriblement puissant, cela ne l'a pas empêché de périr des mains de Mugi, entraînant la destruction du culte. Le palais céleste des démons, la résidence de Cheonma. Cet endroit est protégé par 3 formations de barrières, 6 formations de pièges et un groupe d'hommes d'élite triés sur le volet. S'ajoutent à ça les 8 vénérables démoniaques, ainsi que leurs subordonnés, qui protègent le seigneur depuis chaque point cardinaux. Au nord se trouvent les épéistes démoniaques des cieux, dirigés par la vénérable de l'épée unique. Au sud, il y a les sabreurs démoniaques, menés par Cheonpa, le sabre céleste sanguinaire. À l'est, il y a les poings d'acier, de la faction pugiliste,
l'Est est dirigé par le Point de l'Immortel. À l'ouest, les sorciers démoniaques de la faction d'Illusion, menés par le voleur d'âmes. Au nord-est, les guerriers sans visage, disciples du vénérable sourire maléfique. Au sud-est, les guerriers ivres qui passent leur temps à boire avec le tigre sous. Au sud-ouest, les crochets empoisonnés qui recherchent toutes sortes de toxines, menés par la vipère de Jade. Et enfin au nord-ouest, les moines fous dirigés par le Bouddha démoniaque, une faction aspirant au chaos. À l'époque, notre héros croyait que l'ennemi avait percé les défenses extérieures du domaine, mais il a pu se rendre compte par le futur que ce n'était pas le cas. Mugok est persuadé que l'un des 8 vénérables démoniaques a conduit Wamugi au palais céleste où se trouvait son père. Quoique, il ne doit pas écarter la possibilité qu'il y ait plusieurs traîtres. Aucune information n'a fuité quant à ça dans son ancienne vie. Il est dans un flou total. Mais peu importe, notre héros les considère tous les 8 comme des renégats. Après la mort soudaine de son père, aucun d'eux n'a cherché à venger la mort de leur seigneur. À la place, ils ont juste décidé de fermer les yeux et de faire comme si de rien n'était. Puisque ces événements se produiront dans un futur lointain, Mugok sait tout de leur vie et de leurs derniers instants à eux tous. L'héritier démoniaque marche ensuite vers la sortie, déterminé à se servir des 8 vénérables comme de vulgaires pantins à son service. Cependant, alors qu'il se dirige dehors, notre héros entend une voix d'homme demande à cette grosse truie où est le jeune maître. À l'extérieur, une poignée de guerriers en avait marre d'attendre que monsieur daigne sortir, que ce morceau de bacon aille le chercher. Et alors que Liane se fait déborder par la situation, le second jeune maître sort enfin du bâtiment, attirant tous les regards sur place. Notre héros interpelle sa suivante, il lui avait pourtant dit de vaquer à ses occupations le temps qu'il s'entraîne et... L'on interpelle le fils de Cheonma, affirmant que c'est pas trop tôt. Depuis quand est-ce qu'il se dédie à l'entraînement? Mugok reconnaît cet homme, il est Po Yang, un disciple du sabre céleste sanguinaire. Si ce clampin se permet d'être aussi arrogant, c'est à cause des paroles de Cheonma. Après que ce dernier ait annoncé que n'importe quel membre du culte pouvait devenir son successeur, la position du fils du seigneur a perdu de son prestige. Cela a embrasé les ambitions de nombreux guerriers du culte qui rêvaient déjà de vaincre les fils de Cheonma pour obtenir de la gloire. Mugok lui demande alors ce qu'il veut, mais Po Yang est sûr que c'est évident. Son camarade Pyongo a perdu l'usage de son bras et ne peut plus se vouer aux arts martiaux à cause de lui. Oh zut alors, notre héros demande s'il devrait jouer aux auxiliaires de vie pour se racheter, mais Po Yang proteste que ce n'est pas une plaisanterie. Oh, eh bien Mugok est désolé, la situation lui laissait croire que si. Le disciple du Sud indique que le jeune maître doit prendre ses responsabilités et présenter des excuses officielles. Notre héros croit savoir pourquoi Po Yang fait cette mise en scène. Le sabre céleste sanguinaire n'a pas encore choisi son successeur parmi ses disciples, donc ils sont prêts à tout pour l'impressionner. Po Yang veut juste lui arracher des excuses pour gagner des points près du vénérable Cheonpa. Mugok l'informe alors que ça ne suffira pas pour que son maître le choisisse comme meilleur disciple. Po Yang s'insurge, il est uniquement venu pour réclamer justice à son frère d'armes. Notre héros l'interrompt, c'est à ce cafard de s'excuser. Hein? Le disciple du Sud ne comprend pas pour quelle raison il devrait. Notre héros indique qu'il était vraiment impoli, donc il aimerait entendre des excuses sincères pour ce manque de respect. Légèrement embarrassée, Lia ne sait comment réagir face à ça. Et alors qu'elle s'apprête à dire qu'il n'y a pas besoin, Mugok s'avance, indiquant que lui n'aime pas ça. Ce dernier passe ensuite devant sa garde du corps adorée. Interpellant Po Yang, il exige de ce dernier qu'il s'agenouille et supplie pour sa clémence. Le disciple du Sud n'en revient pas, il est censé faire ça pour cette adgresse. À ces mots, notre héros lui conseille de tenir sa langue. Po Yang enrage, il préfère crever que s'agenouiller devant ce porc. Mugok le paraphrase, alors comme ça il préfère mourir. La main sur sa lame, notre héros la dégaine lentement, affirmant qu'il va exaucer son souhait dans ce cas. À ces mots, le choc s'empare alors de tous, et Po Yang constate que ce fou a vraiment perdu la tête. Mugok va lui laisser une dernière chance, qu'il s'agenouille et présente ses excuses ou se prépare à l'affrontement. Ah, et pour information, le sabre céleste sanguinaire n'appréciera pas si son disciple s'enfuit. Celui-ci ne comprend pas pourquoi aller aussi loin. Le jeune maître répond qu'il s'en fiche, que des bouffons viennent lui chercher des noises, après tout il est habitué. Par contre, il ne tolérera jamais le moindre manque de respect envers ses compagnons. Liane s'en retrouve troublée par ces mots, qu'elle n'aurait jamais cru entendre de la bouche de son maître. Po Yang explose de rire. Ce malade compte-il vraiment gâcher sa vie pour un boudin? Notre héros lui assure que sa valeur est incomparable à ces insectes. Po Yang dégaine sa lame. Il n'y a qu'une manière de régler ça alors. Les larbins n'en reviennent pas, ça va déraper. Même Liane doute que cela soit. Cependant, Mugok ignore ses inquiétudes et se place en position pour l'affrontement. Po Yang reste confiant, mais son adversaire reste le fils de Cheonma. Paré à trancher, il indique qu'il se contentera seulement d'un bras. Notre héros n'est pas du tout impressionné, contrairement aux spectateurs qui craignent le pire pour l'un d'eux. Po Yang prépare son assaut, et il compte en finir en un seul coup. Subitement le voilà qui tranche, mais Mugok esquive la lame.
avant de lui empaler la ciel en pleine face. La terreur se lit alors sur les visages, témoin de cette horreur. Notre héros indique au cadavre que sa langue est ce qui a scellé son destin. C'est une fin des plus appropriée pour quelqu'un d'aussi vulgaire. Liane n'en revenait pas que son maître soit allé aussi loin pour elle. Finalement, Mugek retire sa lame du fourreau de chair qui la retenait. La vermine tombant raide morte au sol, notre héros affiche une expression dénuée de pitié, ce cloporte ce qu'il méritait. Les subalternes foncent alors vers le défunt en hurlant son nom. Il s'adresse ensuite au jeune maître. Croit-il pouvoir assumer les conséquences de ses actes? Leurs visages se fichent alors lorsque Mugek indique qu'ils sont bruyants eux aussi, qu'ils transmettent ses paroles mot pour mot. Quiconque lui manquera de respect à lui ou ses compagnons connaîtra la même fin que ce misérable. À ces mots, les deux hommes partent alors du temple en emportant le corps sans vie de leur compagnon. Léa n'attend pas plus et demande au jeune maître pourquoi il a fait ça. Ce dernier est surpris tant la réponse est évidente, mais sa subalterne reprend alors. Pourquoi a-t-il fait une telle chose pour quelqu'un comme elle? À ces mots, un sourire se dessine sur le visage de Mugek. Elle a été insultée, mais le premier réflexe de Liane est de s'inquiéter pour notre héros. Celui-ci la rassure, il a simplement tué quelqu'un qui méritait la mort. Mais tout de même, la gardienne s'inquiète, le sabre céleste sanguinaire ne laissera pas passer ça. Notre héros comprend l'inquiétude de Liane. Les 8 vénérables démoniaques ont une immense influence. Leur autorité est juste en dessous de celle de Chonma. Avec leurs arts martiaux uniques et tous leurs subordonnés, même son père le seigneur du culte ne pourrait les ignorer s'il venait à se rebeller. Guchonpa, le sabre céleste sanguinaire, fait partie de ces 8 vénérables et ce depuis longtemps maintenant. Mugek a estropé l'un de ses disciples avant d'en tuer un autre. Il serait étrange que leur maître ne réagisse pas. Enfin, notre héros reste sur ses gardes du corps, que Chonpa n'aura rien à gagner s'il s'en mêle. Bien au contraire, il se ferait juste critiquer pour avoir mal enseigné à ses disciples. Liane pense tout de même que sa fierté risque d'en prendre un coup. Ouais, mais Mugek est sûr qu'il n'est pas du genre à agir par fierté, donc ça devrait aller. Dans tous les cas, qu'il ne s'inquiète pas pour lui, au contraire. Notre héros ne tirera que des bénéfices de cette soirée sanglante. Il a écrasé Gupyongo au festival et a tué Poyang pour son irrespect. Avec ça, Mugek va maintenant attirer l'attention de tous les membres du culte. S'il y avait un système de score dans la bataille pour le trône, ça serait comme s'il avait gagné un point. La subalterne interpelle alors son jeune maître avant qu'il ne parte. Elle ne devrait pas s'en réjouir vu la conclusion, mais Liane est ravie que quelqu'un ait pris sa défense. Cette remarque rassure Mugek, qui en sourit à son tour. Continuons sa marche, il espère bien que oui, qu'elle n'oublie jamais ce qu'il a fait pour elle ce soir. Voyant le sourire de Liane, Mugek espère qu'elle le gardera toujours, car elle fait partie de ceux qui méritent le bonheur. De retour à son domaine personnel, notre héros en tenue de nuit réfléchissait sous le clair de lune. Dans son ancienne vie, voir sa famille se faire exterminer a brisé sa confiance. Mugek était si déprimé qu'il n'aurait pu tenir le coup si une solution miracle n'était pas apparue. Il se demande bien comment il aurait fini s'il n'avait pas découvert l'art de régression absolue et... Soudainement voilà que ses pensées sont interrompues. Chatouillant son visage, un espadon gigantesque reflétait le visage du jeune maître. Ce dernier affiche alors une expression des moins confiantes vu la situation. La lame se rapproche alors lentement, mais sûrement, du cou de Mugek. Derrière notre héros, la silhouette menaçante du vénérable sabre céleste sanguinaire. Guchonpa affichait un visage des plus terrifiants, synonyme de sa fureur. Notre héros ne s'attendait pas à ce qu'il lui rende visite aussi soudainement. Pourrait-il esquiver son sabre avec son niveau actuel? Non, c'est impossible. Peu importe les connaissances de sa vie antérieure, son cœur n'est pas en état de suivre. Interrompant ses inquiétudes, le tranchant finit par s'éloigner, avant que le vieil homme ne prenne place aux côtés de Mugek sur son rocher. Celui-ci ne sait comment interpréter la situation, mais voilà que Chonpa affiche un immense sourire des plus radieux. Capotant le jeune maître du manche de l'épée, l'on lui demande pourquoi il a fait ça. Affichant une expression peu sereine, notre héros répond que Poyang a dépassé les bornes. Le vénérable ne semble pas comprendre, mais Mugek surenchérit. Quel genre d'idiot chercherait des noix au fils adoré de Chonma? Le vieil homme affichait toujours un regard des plus convivial, avant de faire basculer son épée du pied. Le sabre céleste sanguinaire propose au sourire de rapporter la tête du jeune maître au seigneur démon. Comme ça, ils verront bien comment ce dernier réagit. Le jeune homme est sûr que son père n'apprécierait pas cela. Après tout, son fils est la prunelle de ses yeux. Cette réponse amuse le vieil homme, qui finit par retirer sa lame. Chonpa tranche alors le sol, avant d'envoyer une deuxième taillade. Notre héros, un peu perplexe, demande de quoi il s'agit. Le vénérable lui explique qu'il s'agit des faveurs de leur seigneur. La petite partie représente son fils cadet Mugek. Quant à la majorité, c'est celle qu'il a pour le sabre céleste sanguinaire. Donc un ratio de 9 pour 1. Plutôt que de se faire petit, le jeune maître s'abaisse vers le trait, avant d'en rajouter un autre. Il est tout de même son fils, donc il pense au moins mériter cette 10e. Le vénérable, quant à lui, peut se contenter des 3 restants. Chonpa est encore une fois amusé d'une telle affirmation. Son sourire contrastant avec ses paroles, il propose encore de ramener la tête de son fils au seigneur. Comme ça, ils verront bien s'il sera pardonné ou exécuté pour avoir tué le fils chéri du seigneur. Mugek
est sûr que ce vieil homme sous-estime gravement l'amour paternel du Seigneur Démon. À ces mots, Chonpa resserre fermement sa lame. Explosant de rage, il commence vraiment à avoir envie de connaître la réponse. Mugok est au pied du mur, il assure à ce vieil homme qu'il est unique, alors que lui n'est même pas le seul fils de Chonma. Oh, le vénérable se remet à sourire. Le jeune maître semble moins idiot que son disciple. Notre héros affirme justement que s'il ressemblait plus à son maître, alors Poyang serait toujours en vie. À ces mots, l'on interpelle Mugok. Chonpa lui conseille de tout faire pour qu'il ne se recroise pas. En général, les gens ne font pas long feu en sa présence. Le jeune maître le rassure qu'il ne souhaite pas cela non plus. L'instant d'après, le vénérable démoniaque avait disparu. Et avant même que Mugok ne le réalise, le vieil homme était déjà loin, en train de fendre les airs sous le clair de lune. Une fois le calme revenu dans la propriété, Mugok laisse échapper un grognement de douleur. Relevant doucement sa chemise, de titanesques hématomes avaient été gravés sur la chair de son flanc. Ce foutu vieillard lui a fait ça au début, lorsqu'il la tapotait avec son pommeau. Le vénérable Chonpa semble être impulsif, mais ce n'est pas le cas. Il est très calculateur et méticuleux. S'il a répété autant de fois qu'il irait voir son père avec sa tête, c'est qu'il était vraiment prêt à le faire s'il en avait envie. Cela l'a vraiment surpris, mais le sabre céleste sanguinaire est venu rencontrer Mugok en personne. Il ne s'y attendait pas aussitôt, mais le sabre céleste est bien venu rencontrer Mugok en personne. Notre héros avait dû lui faire une forte impression lorsqu'il affrontait son disciple et qu'il exprimait le soin solide d'aller chasser avec son père. La mort de Poyang était la cerise sur le gâteau. Le vénérable a dû vouloir tester notre héros. Chonpa voulait sûrement voir si Mugok avait une chance dans la bataille pour l'héritage du Seigneur Démon. Maintenant reste à savoir ce qu'il en a pensé, s'il compte se ranger de son côté ou rester avec son frère et lui mettre des bâtons dans les roues. Quelques jours plus tard, le jeune maître était retourné à son entraînement et son aura était plus dense que jamais. Un fil d'énergie est alors attiré par quelque chose. Mugok s'en retrouve surpris avant d'afficher un regard stupéfait dirigé vers le plafond. Sans attendre, il décide alors de sortir et le voilà qui se retrouve sur le toit du bâtiment. Portant son regard vers ce qu'il attend, le seigneur du culte démoniaque avait gratifié les environs de sa présence. Sa posture ne ment pas, ce n'est pas un hasard. Il est venu à la rencontre de Mugok. Chonma dirige ensuite son regard vers son fils avant de l'interpeller. Il a entendu des dires, comme quoi Mugok aurait tué le disciple du sabre céleste sanguinaire. Notre héros comprend donc la raison de sa venue. Sans attendre, il confirme que c'est bien le cas, mais cet enfoiré a mérité son sort. Le seigneur n'a que faire des raisons qui ont amené à ça. Le fait est que Chonpa est venu le voir à ce sujet. Chonma dit qu'ensuite que le vénérable voudrait que Mugok soit puni pour ça. Notre héros ne s'y attendait pas. Ce vieil homme a-t-il vraiment demandé cela? Son père avoue être surpris aussi. Chonpa n'est pas du genre à demander une telle chose, encore moins pour ce genre de motif. Mugok comprend de quoi il s'agit. Le vénérable veut tester sa relation avec son père et attend de voir s'il va le punir. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est de savoir quelle sanction sera appliquée. Chonpa découvrira ainsi si le seigneur considère ou non Mugok comme candidat pour sa succession. La phrase fatidique sort alors. Chonma compte le punir. Notre héros proteste qu'il n'y a aucune raison, mais son père n'aura qu'à en inventer une. Cette décision laisse Mugok perplexe. Le chef de clan continue. Lorsqu'ils sont partis à la chasse, son fils a demandé quel vénérable Chonma faisait le plus confiance. Notre héros se rappelle bien avoir posé cette question. D'ailleurs, son père n'a pas donné de réponse et s'est contenté de ne rien dire. À la surprise de Mugok, le seigneur démoniaque lui assure qu'il ne fait confiance à personne, y compris parmi les 8 vénérables. Si Chonma se rappelle bien, son fils lui disait qu'il fallait rétablir l'ordre au sein du culte. Assez avec ses sottises, qu'il exprime vraiment le fond de sa pensée. Ces mots prononcés, le seigneur des démons attendait la réponse de son fils, lequel reste un instant silencieux afin d'y réfléchir. Finalement, Mugok brise enfin le silence. Il pense qu'aujourd'hui, eux tous au clan se sont égarés de la vraie voix du démon. Chonma ne comprend pas et répète cette phrase pour tenter d'en comprendre la signification. Woojin demande donc ce que représente cette voix pour son fils. Comment lui la définirait-il? L'on répond alors que la vraie voie du démon consiste à chasser et détruire le mal absolu. Chonma reste un instant sans voix devant une telle affirmation. Cependant, Mugok se renchérit. La faction vertueuse n'est pas le véritable ennemi du clan des démons. Dans ce cas, son père lui demande qui d'autre cela pourrait-il être. Notre héros répond à nouveau qu'il s'agit du mal absolu. Il veut parler par là des êtres de ce monde qui sont si lâches et si vils que même les démons les mépriseraient au point de les arrêter. Peut-être que la justice de la faction vertueuse suffit pour repousser le moindre mal. Cependant, Mugok ne pense pas qu'elles feront le poids face au mal absolu. Après tout, la faction vertueuse repose sur le pardon. Avec une mentalité si noble, comment pourrait-il vaincre le mal qui a lui-même abandonné son humanité? Eux, clan des démons, sont les seuls du Murim capables de détruire ce mal avec des méthodes encore plus maléfiques. Le jour où le mal absolu, contre lequel la faction vertueuse ne peut rien faire, sera à genoux devant eux, là seulement alors ils auront accompli la véritable voie du démon. Eux, clan des démons, sont les seuls du Murim capables de détruire ce mal avec des méthodes encore plus maléfiques. Voilà quelle est la réponse de notre héros sur ce qu'est son idéal concernant le clan. Le visage
visage de Cheonma trahissait son étonnement. Pour autant, Mugok ne s'arrête pas. Le clan des démons doivent définir leur voie avec précision. S'ils veulent survivre, ils devront aller jusqu'à se punir eux-mêmes. Le seigneur du clan en question se murait dans un silence de réflexion. Notre héros n'est pas étonné de ça. Son père n'a sûrement jamais entendu de tels propos. Pourquoi ce n'est pas quelque chose qui lui vient du clan, mais de sa vie passée, lorsqu'il errait à travers le continent. Finalement, Cheonma prend la parole. A-t-il fini? Ou son fils aurait-il d'autres pensées arrogantes à lui soumettre? Le jeune maître affiche alors une expression déçue, avant d'assurer au patriarche qu'il n'a plus rien à ajouter. Le démon suprême retourne au sujet initial. Il pense savoir pourquoi Cheonma demandait une punition. Ce vieillard a dû entrevoir quelque chose en Mugok et veut se servir de Woojin pour le tester. Eh bien, notre héros imagine que le vénérable doit penser qu'il est un candidat potentiel à la succession, ou alors qu'il est un danger pour le culte. Cheonma n'est pas encore sûr de la pensée du vénérable. Voilà qui est embêtant. Le seigneur n'est pas sûr de quel côté il devrait se ranger. Finalement, le voilà qui tourne les talons, ordonnant qu'on le suive. Mais Mugok ne comprend pas. Où est-ce qu'ils peuvent bien aller aussi tard? Une fois arrivés à destination, les voilà devant une porte incrustée dans la montagne, arborant l'inscription du hall de l'ascension. Notre héros connaît cet endroit. C'est ici que l'on teste les candidats au titre de Cheonma. Il est facile d'y entrer, mais ceux qui échouent aux épreuves peuvent rester enfermés pour toujours. À peine 50% des prétendants qui y sont entrés en sont ressortis vivants. C'est de cette façon que plus de la moitié de la famille du Seigneur Démon a perdu la vie. C'est tellement dangereux que même le grand frère de Mugok n'a pas souhaité s'y aventurer malgré ses ambitions. Cependant, s'il veut monter sur le trône, alors notre héros devra forcément passer par là un jour. Le jeune maître demande à son père s'il souhaite qu'il aille dedans, et ce dernier répond alors qu'il a fait au même âge qu'à Mugok actuellement. L'on lui demande alors combien de temps cela lui a pris. Le démon suprême répond 2 mois. L'effroi s'empare alors du jeune maître. Son père est le plus talentueux de tous les seigneurs démons de l'histoire, et pourtant ça lui a quand même pris 2 mois. Le chef de clan rajoute même qu'il est le seul à être sorti aussi rapidement. En général, les gens y restent au moins 3 ans. Notre héros n'est pas rassuré. Doit-il vraiment rentrer aussi subitement, sans aucune préparation? Son père ne veut rien savoir. Après tout, il s'agit d'une punition. Mugok reste pensif un instant, devant la sévérité de cette sanction. Il trouve cela vachement sévère. Juste parce qu'un vieillard lui aurait demandé, son père serait prêt à envoyer son fils à la mort? Soit Cheonma n'a vraiment aucun état d'âme, soit il espère que son fils ressorte plus fort de cette épreuve. Mugok va croire en la deuxième théorie. Affichant maintenant un sourire débordant de confiance, il indique à son père de se préparer, car il compte bien ridiculiser son record de 2 mois. Celui-ci est amusé de ces mots. Que cet arrogant fasse des gens sortent d'en revenir vivants. Quelques instants après, voilà que notre héros pénètre les lieux. À l'intérieur des stèles éclaire le chemin du Challenger. Il se demande quel genre d'endroit est-ce et pourquoi autant de monde a pu en sortir. Une première porte l'attend au fond du couloir. Et une fois celle-ci dépassée, notre héros se retrouve dans une immense salle dédiée à la première épreuve. Que le participant tranche tous les ennemis sans énergie interne ou épée d'aura. S'il n'y parvient pas avant la fin du temps imparti, il ne pourra réessayer qu'après 10 jours. Lorsque le participant est prêt à passer l'épreuve, qu'il se tienne dans le cercle écarlate au centre de la pièce. Tout ceci est plutôt clair pour Mugok. S'il se rate, il sera condamné à manger le riz de ses jarres jusqu'au prochain essai. Enfin bon, notre héros entre dans le cercle. Il n'a qu'à réussir du premier coup et le problème sera résolu. Une fois en position, un bruit de mécanisme se fait entendre. Sortant subitement du sol, des dizaines de mannequins encerclent alors le challenger de l'épreuve. Tous ces bouts de bois ont une étrange marque rouge sur leur corps. S'il n'est pas stupide, Mugok imagine qu'il doit faire en sorte de la trancher. Notre héros va devoir être précis. Même la moindre erreur pourrait le faire échouer. Mugok dégaine sa lame, et le voilà qui tranche les premiers pantins. Vu que l'épreuve continue, il est maintenant sûr que c'est ce qu'il faut faire. Tel le vent du nord rasant tout sur son passage, notre héros fait danser son épée à travers l'océan interminable de marionnettes, tranchant avec précision chacun de ces morceaux de bois. Et alors que Mugok trouve cela plus simple qu'il ne l'aurait cru, un des pantins entame alors sa redescente, indiquant que la fin du chrono approche. Notre héros se précipite dessus, il ne doit pas le laisser partir. De justesse, Mugok parvient à faucher la marionnette. Mais à peine l'a-t-il fait que les dernières 2 bouts s'apprêtent aussi à disparaître. Sans attendre, il s'élance alors à l'assaut. La première se fait abattre d'un coup sec, la deuxième en perd la tête, et la troisième voit son buste s'envoler. Les 3 pantins massacrés. Notre héros voit cependant le dernier d'entre eux s'en aller depuis l'autre bout de la salle. Il est à bout de souffle, mais le challenger doit faire un ultime effort. Puisant dans ses derniers retranchements, il s'élance à nouveau. La marionnette n'était qu'à quelques centimètres de disparaître à jamais, jusqu'à ce que seul
juste sa tête et le haut de ses épaules ne soient visibles. Finalement, sa tête se détache du reste de son corps. Mugak avait bien réussi à lui faire goûter son tranchant. Phew, il a baissé sa garde un instant et a failli gâcher 10 jours de plus ici. Si Mugak avait dû passer cette épreuve dans la jeunesse de son ancienne vie, ça aurait été mission impossible. Suite à sa réussite, une porte s'ouvre alors à l'autre bout de la salle. Se dirigeant vers la suite des épreuves, notre héros remarque une stèle avec différentes écritures dessus. L'on pouvait lire les anciens participants, annoncer qu'ils ont réussi en 9, en 16 ou encore en 37 essais. Certains au contraire laissaient des malédictions vers cet endroit, pleurant qu'ils ne peuvent s'en aller et vont être condamnés à mourir enfermés. Notre héros remarque ensuite une écriture familière tout en bas de la stèle. Un simple message, qualifiant tous ses prédécesseurs de sombres idiots, que Mugak reconnaître celui de son père. Quittant la première salle, notre héros est amusé. Son père a beau être le plus grand Cheonma de l'histoire, c'est assez osé d'insulter tous ses ancêtres. Et une fois le challenger arrivant à sa prochaine épreuve, un véritable arsenal tapissait les murs de la pièce, laquelle arborait à nouveau un cercle en son centre. Mugak est assez impressionné, voir autant d'armes différentes en un seul et même endroit, cela a dû demander beaucoup de maîtres artisans. Enfin, s'il y en a autant, c'est que cela servira probablement pour l'épreuve. Lisant la nouvelle stèle d'instruction qui se présente à lui, cette fois l'on demande aux participants d'utiliser les armes sur les murs pour trancher la pierre en deux. Ils disposent de 2 heures une fois l'épreuve débutée. Cette fois l'énergie interne et l'aura d'épée leur sont autorisées. Si l'épreuve n'est terminée avant la fin du temps imparti, un délai de 20 jours sera nécessaire avant de recommencer. Lorsqu'ils sont prêts, qu'ils se tiennent dans le cercle écarlate. Mugak ne compte pas perdre de temps et se place à l'intérieur. Un pilier de roche sort alors du sol, arborant une étrange sphère de métal. Notre héros en a presque l'air déçu. 2 longues heures pour trancher le misérable boule en deux, cela lui paraît être beaucoup trop facile. Il pourrait en découper des centaines s'il utilisait son énergie. Il doit y avoir un autre sens caché à cette épreuve. Mugak prend alors une épée sur le mur et d'un coup sec abat la lame, laquelle se brise en morceaux. Notre héros s'en doutait un peu, c'est pour ça qu'il n'a pas de restriction pour cette épreuve. Reprenant une nouvelle arme, il va tenter autre chose dans ce cas. Infusant de l'énergie dans sa lame, Mugak va en finir vite fait avec cette épreuve ridicule. Et alors qu'il s'apprête à trancher, le voilà qui finit par se relâcher. Quelque chose le titille. Il est évident qu'en utilisant son énergie, l'épreuve deviendrait beaucoup trop facile. Cela cache forcément quelque chose. L'apprenti démon est intéressé de comment ses prédécesseurs ont pu faire. Lisant les écrits du passé, la plupart se vendent d'avoir réussi en infusant de l'énergie à leurs armes. Cependant, notre héros n'en a que faire de ces randoms. Il veut voir si son père a laissé une note. Le voilà qui trouve finalement le message. Bande de macaques arrogants, être aussi impulsif émoussera votre lame. Le fils de Cheonma est intrigué. Normalement, son père se serait juste contenté d'une insulte. Alors pourquoi a-t-il ajouté cette deuxième ligne? Mugak repense aux instructions de la stèle. Il est simplement dit que l'énergie interne et l'aura d'épée sont autorisées. Mais oui, c'est ça. Il ne faut pas obligatoirement y recourir. L'épreuve doit pouvoir être réussissant. Le véritable sens de cette épreuve, c'est de la réussir sans infuser d'énergie à son arme. Les mots de son père sont en réalité un avertissement caché pour ceux qui en auraient envie. Sans attendre, Mugak tente alors de trancher à nouveau la sphère, essayant tout type d'armes, allant de la hache jusqu'au coup de massue pour tenter de briser le métal. Cependant, le seul résultat obtenu est une fatigue extrême. Notre héros n'a même pas fait la moindre fissure. Le temps est bientôt écoulé. Comment peut-il faire sans utiliser d'énergie? Au pied du mur, il va céder à la tentation. Mais une fois encore, il se ravise au dernier moment. Bien qu'il soit agacé, il ne peut se résoudre à réussir en prenant l'option de facilité. Son père a réussi sans recourir à son énergie. Il y a donc forcément une solution. Peut-être même qu'il lui en a déjà parlé et... Mugak réalise alors quelque chose. Fermant les yeux, le voilà qui libère alors son énergie, comme son père lui a appris dans les montagnes. Et en voyant un fil d'énergie en direction de la sphère, celui-ci entoure alors le métal, analysant sa structure. Notre héros finit par remarquer quelque chose. Il ne pouvait le voir à l'œil nu, mais il y a une fine rainure qui est gravée sur la boule. Il est presque sûr que ce n'est pas un hasard. La délimitation est si nette que c'est comme si elle demandait d'être tranchée. Mugak va faire confiance à son instinct quant au message de son père. Abattant sa lame sans hésitation, la sphère de métal se voit scindée avec une précision chirurgicale. Notre héros en exulte de joie, c'était bien la bonne solution. Cependant, son enjouement devient de l'intrigue lorsqu'il voit une étrange bicache à l'intérieur du métal. Mugak peine à réaliser ce qu'il a devant les yeux et pour cause. Ce n'est pas n'importe quoi, il s'agit d'une pilule d'essence démoniaque. Lorsqu'un pratiquant des arts du culte démoniaque l'ingère, il peut obtenir une immense quantité d'énergie instantanément. Si Mugak avait tranché la boule avec une lame infusée d'énergie, alors le remède aurait explosé. Il y avait donc bien une récompense pour ceux qui n'utilisaient que leurs armes sans y mettre d'énergie. Notre héros repense alors aux mots de son père et le remercie. C'est uniquement grâce à lui qu'il a pu réussir ça. Avalant sans attendre la pilule d'essence démoniaque, Mugak se met alors à méditer. Son corps, s'enveloppant maintenant d'une énergie violette
être des plus intenses. Sa concentration est à son sommet, il doit faire en sorte de retenir le plus d'énergie possible. Et finalement le voilà qui finit par dompter le contenu du remède dans un rayonnement apaisant. La nouvelle énergie qu'il a acquise déborde tellement que la pièce inonde d'une couleur sombre. L'héritier de Cheonma finit par rouvrir les yeux avant de serrer fermement son poing. Jusque-là, sa quantité d'énergie était son plus gros point faible, mais maintenant il peut sentir un énorme flux parcourir ses veines. C'est parfait. Une fois arrivé au prochain test, la stèle indique ceci. Faites la différence entre la vie et la mort. Si vous échouez, vous pourrez réessayer dans 5 jours. Lorsque vous êtes prêt, tenez-vous dans le cercle écarlate. Notre héros est intrigué. Faire la différence entre la vie et la mort. Que peut bien être cette épreuve? Le challenger se place alors dans le cercle sans attendre, comme les fois précédentes. L'instant d'après, l'épreuve commence, lui proposant diverses plantes en tout genre. Alors comme ça, c'est une épreuve où il doit différencier les herbes vertueuses des plantes empoisonnées. Notre héros a remis ciel et terre pour trouver les ingrédients demandés par Guirongja dans son ancienne vie. Avec son expérience, il peut facilement reconnaître toutes les herbes, ainsi que leurs effets. Pour lui qui a une deuxième vie à son actif, cette épreuve est des plus faciles. Prenant l'une des plantes, il est sûr que c'est la seule qui ne soit pas toxique dans ce lot. Le piédestal retourne alors sous terre, mais ressort à peine quelques secondes après. Une nouvelle collection d'herbes se présente au challenger. Il y a un second test sûrement pour ne pas laisser passer ceux qui ont choisi au hasard. Ceux qui n'y connaissent rien en herboristerie doivent les avaler pour découvrir leurs effets. À nouveau sans hésiter, notre héros prend l'une des racines du lot, et le pilier disparaît alors encore une fois. Cette fois-ci plus rien ne ressort. Est-ce que c'en serait déjà fini? Le bruit d'un tremblement rocheux lui confirme bien que la porte s'est ouverte. Passant à côté de la stèle, tous les anciens participants se plaignaient de cette épreuve. Certains disent qu'ils ont quasiment pris sans essai, d'autres que les herbes les ont rendus chauves, ou leur ont donné une chiasse d'enfer. Et enfin Cheonma grave qu'il ne faut pas se reposer sur la chance pour cette épreuve. Son fils sait qu'il a écrit ça car il a mémorisé les mauvaises herbes à chaque erreur. C'est bien digne de Cheonma, mais heureusement pour lui il a pas fini chauve, parce que sinon, bonjour le glowdown. Bien, notre héros est enfin devant les instructions de l'ultime épreuve. Que les participants survivent au cercle illusoire de la vie et de la mort. S'ils perdent la vie au cours de l'épreuve, alors cela sera définitif. Qu'ils se tiennent dans le cercle écarlate une fois prêts. Voilà qui surprend Muguk. Une épreuve où l'échec signifie la mort. La première inscription des participants était encore une plainte. C'était un rude combat. Quand il deviendra le seigneur démon, il trouvera le créateur de cette caverne et profanera sa dépouille. Un autre assure qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans cette illusion. C'était des plus terrifiants. Finalement, le dernier message, celui de son père, indiquant qu'il ne faut jamais s'arrêter. Muguk en est sûr. C'est encore un indice pour cette épreuve, mais il peut aussi sentir que c'est un conseil pour toute sa vie. Une fois placé dans le cercle, le monde tout autour du challenger semble se tordre. La réalité elle-même se déforme pour changer de décor. Et sans même qu'il ne s'en rende compte, Muguk se retrouve maintenant dans un paysage désertique des plus désolés. Que ça soit la chaleur, le vent qu'il ressent, ou bien les formes de vie qu'il peut voir, tout lui semble si réel. Les sensations qu'il éprouve sont les mêmes que dans la réalité. Dire qu'un cercle illusoire peut recréer des choses avec autant de réalisme, c'est vraiment troublant. Subitement, les contemplations de Muguk sont interrompues. Le voilà maintenant encerclé par une armée macabre aux intentions des plus hostiles. Ils ont beau être des illusions, notre héros ressent vraiment leur présence. Chacun de ces cadavres dégage même des pulsions meurtrières hors normes. Muguk lâche alors un sourire satisfait. Cette épreuve est une occasion en or pour lui. Il compte bien en profiter. Notre héros dégaine enfin sa lame avec excitation. Ces morceaux de chair vont lui servir de mannequin d'entraînement. Ces mots prononcés que les morts engagent le combat. Le premier assaut s'apprête à toucher, mais Muguk voit clair dans leurs attaques. Sans souci d'esquiver le premier assaut en traître, avant d'empaler l'horrible face de l'assaillant en guise de punition. Cependant voilà que le reste des défunts guerriers en profite pour l'attaquer. D'une impulsion, notre héros esquive et se retrouve à fendre les airs. Et reprenant appui sur le sol, le voilà qui puise dans son énergie. Ses ennemis ne sont pas humains, il n'a pas à hésiter. Un balayage de la mine oblitère la troupe de revenants. Grâce à la pilule d'essence démoniaque, sa maîtrise d'énergie interne est plus grande que jamais. Cependant le combat est loin d'être fini, et des grincements d'acier résonnent tout autour de lui. Il n'est pas encore temps pour Muguk de se relâcher. Fonçant sur lui de toutes parts, il lui restait encore d'innombrables ennemis à abattre. Notre héros se concentre plus que jamais. Et alors qu'un assaut aérien se prépare à l'atteindre, Muguk expire profondément. Le temps semble alors se figer autour de lui, ne laissant qu'un paysage des plus macabres. Une entaille vient alors éclairer ce monde dénué de vie. La troupe de cadavres toujours figés, affichait des marques bleutées, annonçant le désastre à venir. Aucun n'a été épargné, tous s'apprêtaient à subir le courroux de Muguk.
Lentement, le temps semble reprendre son cours. Une tempête de taille devait alors déchiqueter l'ensemble des Maccabées dans un grondement sanglant. Et voilà qu'une pluie de chair s'abat sur le champ de sable. Mugok lâcha un regard sur son travail, au cas où certains en auraient réchappé. Cependant, rien ne semble avoir tenu le coup chez la troupe de mort. Notre héros est dubitatif. Est-ce vraiment là tout ce que cette épreuve peut proposer? Un courant d'air vient alors briser le silence. Puis voilà que Mugok arbore un sourire satisfait. Une nouvelle vague de Maccabées venait d'apparaître, et celle-ci dégage une aura bien plus menaçante que la précédente. Sans attendre, Mugok réouvre les hostilités, et le voilà qui ressent une menace derrière lui. De justesse, il esquive une flèche tirée droit vers son crâne. Cependant, sa confiance ne diminue pas pour autant. Ceci dit, l'instant d'après, il manque encore de perdre la tête. Notre héros comprend enfin les mots de son père. Faisant danser son épée à travers la chair, il ne doit surtout pas ralentir le rythme. Il s'agit là de son premier vrai combat depuis son retour temporel. Son corps est en train de s'imprégner du savoir qu'il a accumulé dans son ancienne vie. Découpant à travers chair et armure, Mugok est en train d'évoluer à un niveau qu'il n'avait jamais atteint. Coupant son élan, une pluie de dagues est en approche. Cependant, tout projectile se voit dévié par la rotation de la lame, avant que le jeune maître n'abatte le responsable. Sans aucun répit, il continue de trancher à travers les corps en décomposition. Puis, après avoir scindé un énième revenant de sa lame, seul le son du sang qui gicle résonnait à travers le champ de bataille. Le dernier Maccabée lâche alors un faible grognement, avant de s'écrouler vaincu au sol. Complètement épuisé, Mugok prend appui sur son épée. Le regard posé sur les restes qui jonchent le sable, il en déduit que c'est terminé. Les alentours reprennent alors leur véritable apparence, marquant la fin du dernier test. Notre héros s'approche de la stèle, laquelle félicite le prétendant au trône pour avoir passé avec succès les épreuves du hall de l'ascension. Une expression comblée marque le visage de Mugok. Il a passé en un jour ce que son père a fait en 2 mois. Cependant, si cela s'ébruite, cela va provoquer le chaos au sein du culte et attiser la suspicion. Bon, eh bien, notre héros n'a pas le choix. Un peu dépité, il va devoir rester ici encore un moment. Notre héros reprend alors son entraînement au sein du hall. Il va profiter d'être à l'abri des regards pour intégrer tout ce qu'il a appris jusqu'ici. Et ainsi, quelques mois après, l'on annonce son retour au seigneur du clan. Cela lui a pris exactement 100 jours. Mugok assure qu'il a fait de son mieux, mais il n'a pas pu battre l'incroyable record de Chunma. Son père lui demande s'il a correctement tranché la sphère de la seconde épreuve. L'on répond qu'évidemment, après tout il avait laissé un indice important, et aussi il ne s'est pas non plus reposé dans le cercle illusoire. Le visage du démon suprême s'orna alors d'un sourire. De retour avec une expression des plus aigrise, Chunma complimente son fils qui est plus clairvoyant qu'il ne l'aurait cru. Notre héros le remercie, mais c'est normal après tout, il est l'enfant d'un grand homme. Cette remarque fait souffler le concerné du nez. Mugok, quant à lui, pense un peu mieux comprendre son père. Dans sa vie antérieure, il croyait que Wujin apprécie voir ses enfants se battre à mort pour devenir son successeur. Mais après avoir interagi avec lui, Mugok pense que c'est différent. C'est juste que son père est prêt à endurer la mort de ses enfants si cela se révèle bénéfique pour le bien du culte. Cependant, cela ne veut pas dire pour autant qu'il prend plaisir à les voir souffrir. Interpellant le jeune maître, une voix le félicite pour l'exploit qu'il vient d'accomplir. Notre héros reconnaît cette figure qu'il n'avait plus vue depuis si longtemps. Cette personne est l'un des rares hommes, si ce n'est le seul, à pouvoir se targuer d'avoir la confiance de Chunma. Mi-Young-Sima, il est le stratège personnel du seigneur du culte et de ce fait la personne la plus importante après lui. Mugok présente sans attendre ses respects au chef stratège. Celui-ci est ravi, il devait justement discuter avec Mugok d'une affaire concernant le culte. Voilà qui étonne notre héros, même s'il se doute de qui est derrière ça. Même si Sima est celui qui prononce ces mots, cela doit être un ordre de son père. Le stratège en chef a expliqué la situation. Il y a peu ils ont reçu une lettre anonyme, affirmant des affaires de corruption au sein de la garde démoniaque. Voilà qui n'annonce rien de bon pour Mugok. La garde démoniaque est l'une des forces militaires principales du culte. Leur leader est le petit frère de Gu Chunpa, le vénérable sabre céleste sanguinaire. Cela n'augure rien de bon pour notre héros, qui va probablement devoir recroiser son chemin. Sima continue son briefing. À vrai dire, l'an dernier, ils ont aussi reçu une lettre sur ce même problème. Cependant, l'investigateur qui avait été envoyé a fini assassiné pendant ses recherches. Le meurtrier était un membre de la garde, mais ce dernier a mis fin à ses jours avant d'être questionné. Notre héros n'est pas dupe, il y a fort à parier que tout était planifié. Cette fois, le chef stratège aimerait que Mugok se charge lui-même de mener l'investigation. Notre héros n'est pas rassuré. Être reconnu de corruption est un motif d'exécution. Le coupable va donc tout faire pour ne pas se faire coincer, quitte à s'en prendre au fils de Chunma. Notre héros fait la remarque qu'il est envoyé dans la gueule du loup, chose qu'on lui confirme. Il va devoir mettre sa vie en jeu pour cette affaire. À ces mots, Mugok dirige son regard vers le trône. Tout ceci est sûrement un autre test de son père. Cela dit, cela commence à faire beaucoup maintenant. Le seigneur prend la
ma parole. Si sa mémoire est bonne, son fils a bien dit que le culte devait se punir, non? C'est bien le cas, mais Mugek pensait appliquer ça une fois devenu le chef du clan. Oh, voyez-vous ça? Le seigneur doit-il en conclure qu'il est trop effrayé pour le moment? Eh bien, si son père le formule de cette manière, notre héros relève le défi. Il va boucler cette affaire. Un léger rictus rempli de fierté et d'attente orne alors le visage de Cheonma. Cette fois-ci, son fils l'a clairement vu. Ce n'était pas une illusion. Mugek ne sait pas ce qu'attend son père de lui, mais il va faire en sorte de lui proposer un spectacle digne de son nom. Avant de partir, il aurait tout de même une requête à soumettre. C'est peut-être la dernière fois qu'ils se verront, alors pourrait-il partager une bouteille avec son père avant de... Le seigneur ne semble pas d'humeur à plaisanter et affiche un regard des plus noirs. Bon bah, Mugek constate qu'il n'a pas l'air partant. Enfin, il a beau jouer les durs, il sait que son père est tendre au fond de lui. S'il m'a contredit le jeune maître sur ce coup, c'est assez peu probable. Quelque temps plus tard, dans un bâtiment annexe, une figure nouvelle se présente au jeune maître. Il est Seoder Yong, un investigateur de l'office de Wang Cheon. Notre héros le dévisage d'un air peu ravi. Il lui semblait avoir demandé à Sima de faire venir la plus grande beauté de Wang Cheon. Alors pourquoi Seoder Yong est-il là? Eh bien ce dernier suppose qu'il est le plus beau aux yeux du chef stratège, voilà tout. Cette réponse n'amuse absolument pas Mugek, lequel est dégoûté de ne pas avoir sa bombe Balatina comme partenaire. Enfin bon tant pis, il invite Daryong à le suivre, ils vont y aller. Un peu confus, celui-ci demande si le jeune maître veut commencer l'affaire maintenant, chose que lui confirme ce dernier. L'investigateur affiche un air des moins enthousiaste à cette réponse. Mugek demande ensuite à son collaborateur ce qu'il sait du chef de la garde démoniaque. L'on indique alors qu'il s'agit de Gu Cheon-yang, petit frère du vénérable Gu Cheon-pa. Cela fait maintenant 8 années qu'il est à la tête de la garde démoniaque. Il a participé à plusieurs missions dangereuses et a transformé la garde en l'une des forces majeures du clan. Bon, Mugek constate qu'à défaut d'être une waifu, son associé fait du bon travail. Cependant, le voilà qui stoppe subitement sa marche, avant de se retourner vers Daryong, lequel demande s'il y a un problème. Notre héros ne veut pas le blesser, mais son coéquipier n'a pas l'air de mettre son cœur à l'ouvrage. L'on lui assure alors de ne pas s'inquiéter, il fera ce qui doit être fait. Mugek demande donc pourquoi cette attitude déprimante, et Daryong répond que rien ne changera même s'il trouve des preuves de corruption. Au final, cette remarque n'étonne pas trop le jeune maître. Ce type doit sûrement penser que le culte ne changera pas et que son travail ne sert à rien. Enfin, difficile pour Mugek de blâmer de telles pensées qu'il a déjà eues auparavant. L'on demande à Daryong s'il a peur, chose que réfute ce dernier. Pourtant, notre héros rajoute que le dernier investigateur s'est fait tuer, à moins qu'il ne soit pas au courant. À la surprise de Mugek, son associé l'informe qu'il le connaissait. D'un air triste, Daryong avoue que cet homme qui était tué fut son seigneur à l'académie. Voilà qui met mal à l'aise notre héros de sa remarque. Il vient sûrement de briser encore plus le moral de son partenaire pour la journée. Une fois les inspecteurs arrivés au baraquement de la garde démoniaque, l'on leur demande où est-ce qu'ils vont comme ça. Daryong s'avance et se présente comme investigateur spécial. Ils ont affaire avec leur leader, donc on les laisse passer. Voilà qu'il ne manque pas d'impressionner Mugek. On ne dirait pas comme ça, mais ce garçon a du cran. Cependant, on prévient Senabo que ça ne marche pas comme ça ici. Impossible pour eux d'aller plus loin sans autorisation. Daryong prend alors un papier dans son livre et affiche fièrement le mandat d'autorité des investigateurs. L'un des gardes lui demande de ranger ça et de aller faire un rapport, mais l'inspecteur indique qu'il n'a pas besoin, puisqu'ils vont aller voir leurs leaders eux-mêmes. Insistant toujours plus, Daryong leur conseille de ne pas entraver une enquête officielle. Malheureusement, les gardes n'en ont rien à battre. Tant qu'il est ici, ce cloporte fera comme ils en ont envie. Allez qu'il dégage de là même. Sans son titre d'investigateur, il n'est qu'à rater de première. Daryong commençait à être à court de solutions face à ces macaques. Cependant, voilà que l'on demande froidement aux hommes de la garde s'ils savent qui il est. Ces derniers affirment au jeune maître que oui, d'un ton mielleux, s'avançant vers les babouins qui bloquent son chemin. Mais Mugek ne comprend pas leur audace dans ce cas. Le voilà qui leur envoie ensuite une décharge d'énergie en pleine zone critique. Les deux brigands au sol gémissant de douleur, l'on leur conseille de ne plus se faire remarquer. Encore ébahi par cette méthode douteuse, Daryong est interpellé par son partenaire à le suivre. Une fois à l'intérieur des baraquements, des dizaines d'affreux de la garde démoniaque bloquaient la route aux inspecteurs. Daryong leur ordonne à tous de dégager du chemin s'ils ne veulent pas finir en cellule. Cependant, ces mots n'impressionnent personne, voire en font rire certains. Un vieux chauve débarque alors, demandant qui provoque un tel bordel chez eux. Daryong se présente comme investigateur spécial, avant de demander le nom et le rang de cet homme. Le brigand s'appelle Godang, capitaine de la première division de la garde démoniaque. Est-ce que ça convient à ce morveux? Par télépathie, Daryong indique à son partenaire que ce type est l'un des plus hauts gradés parmi toute la garde. Le vieux guerrier s'avance alors vers Daryong, demandant s'il a perdu sa langue. Cependant, celui-ci ne se laisse pas impressionner et ordonne au capitaine de division de baisser d'un ton. Voilà qui intrigue Godang. Que se passera-t-il s'il refuse? L'on lui indique que lui et ses hommes seront arrêtés pour avoir entravé l'enquête officielle de Wang Cheon. Le haut gradé en lâche un coup doucement amusé. Loin d'être intimidé, il aimerait bien voir comment ce microbe compte s'y prendre.
Des rires émergent alors de toutes parts, malgré la présence de Muguk. Le lieutenant de la garde reprend. Si ce gringalet veut l'arrêter, alors qu'il ne se gêne pas et essaye. Devant un tel entêtement, Der-Yong ne peut que répondre par le silence. Mais c'est alors que l'on salue le capitaine Dang. Cela fait longtemps, comment va-t-il? Celui-ci n'a pas l'air de comprendre à qui il a affaire, et Muguk tend alors sa main pour une poignée, avant de broyer la paluche du vieil homme. Notre héros est là pour rencontrer leur leader, donc le capitaine Dang a la bienveillance de les laisser passer. Par télépathie, le jeune maître menace Sevey de pas jouer avec ses couilles, ou il ne sera plus en état de tenir quoi que ce soit. Godang constate qu'avoir un perro placé fait pousser des ailes à certains. Assez d'aboiements, Muguk lui conseille de se décider rapidement. Et après quelques secondes à fusiller notre héros du regard, Godang finit par s'écarter, le visage au bord de l'explosion, alors qu'il est remercié par Muguk pour sa coopération. Der-Yong ne savait pas que le jeune maître connaissait Godang, mais on lui répond que c'est la première fois qu'il rencontre ce grincheux. Notre héros l'a juste éduqué un coup. Ce vieux lascar devra manger de la main gauche pendant quelques temps. Les deux inspecteurs poursuivent ensuite leur ascension à travers le domaine de la garde démoniaque. Der-Yong annonce qu'ils y sont bientôt. Le bureau du leader est au 7ème étage. Cependant, une fois arrivés, l'on leur annonce que c'est impossible d'aller plus loin sans y être invité. Bordel, notre héros en a marre d'entendre la même rengaine à chaque étage. Il s'avance alors vers le blocus, leur ordonnant de s'écarter. C'est une affaire officielle. Puis montrant une attestation aux gardes, Muguk les informe que le seigneur du culte en personne approuve cette investigation. Le choc s'empare alors des brigands qui n'avaient pas imaginé un tel dénouement. Notre héros se demande bien si eux tous sont prêts à subir les conséquences pour avoir manqué de respect à l'autorité de Cheonma. Et alors que les hommes se décomposent sur place, une voix se fait entendre, leur indiquant d'escorter le jeune maître à l'intérieur. Se présente ensuite le maître des lieux, qui souhaite la bienvenue à ses invités. Celui-ci leur demande de pardonner ses hommes. Ils sont assez fougueux, mais c'est seulement parce qu'ils prennent leur travail à cœur. Muguk pouvant savoir à quoi ressemblait le frère de sabre céleste sanguinaire, Gu Cheonyang, chef de la garde démoniaque. Malgré son physique des plus banals, il dégage une aura des plus impressionnantes. Juste en étant assis, son énergie arrive même à troubler Der-Yong malgré la distance. Enfin bon, ce petit tour n'impressionne pas notre héros. Il va commencer sa purge au sein du culte, en commençant par la pourriture qui gangrène la garde démoniaque. Salut tout le monde, petite annonce pour ce début d'outro. Ce week-end, sur mon samedi soir, j'organise un petit event d'1 ou 2 heures sur le Discord. On va se faire un quiz de culture G sur les manois avec des petites rewards pour les vainqueurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est en description. Pour ceux qui n'ont pas suivi les annonces précédentes, le Discord il a été créé et pensé pour remplacer le système payant qu'ont les autres chaînes YouTube qui elles proposent des avantages et des bonus via Patreon ou les membres de chaîne. Là ici vous pouvez débloquer tout ça gratuitement sur Discord, il y a un système d'XP et de Gold et juste en étant actif, vous pouvez débloquer des avantages pour YouTube. L'idée c'est simplement de récompenser la communauté tout en la rendant interactive et en ayant un système accessible. Voilà, ça c'est fait, maintenant parlons de YouTube et de la chaîne. Déjà la dernière vidéo elle a super bien marché et je remercie tous ceux qui ont participé à sa visibilité, que ce soit en laissant un like, un commentaire ou un boost. On croirait pas mais ça joue de fou. Maintenant vous êtes nombreux à réclamer des suites et je vous comprends. Le truc c'est que faire la suite d'une vidéo doublée c'est plus complexe parce que ça demande plus de moyens, mais aussi les suites en général, là c'est compliqué et je vais vous expliquer pourquoi. En début d'année, j'étais forcé de faire une pause de 2 mois dans les vidéos, alors que la chaîne commençait enfin à faire des stats plus que correctes, et cette pause, elle a presque ruiné la chaîne, parce que les vidéos d'après ont toutes eu les mêmes trucs bizarres, de perdre 99% de leur visibilité après 5 jours de publication. La dernière vidéo, elle a peut-être brisé la malédiction, et j'espère, enfin on verra avec celle-là aussi si c'est le cas ou non. Le fait est que là, actuellement, la chaîne, si je veux être en état de la poursuivre, je dois faire en sorte qu'elle marche, et pour ça, malheureusement, faire des épisodes 1, c'est plus intéressant que faire des suites. En plus de ça, moi à la base quand j'ai créé la chaîne, et je l'avais déjà dit plusieurs fois, j'avais plus en tête qu'elle serve à découvrir des manois plutôt que d'adapter des œuvres entières parce que c'est juste impossible à faire tout simplement. Du coup là pendant encore un moment je vais privilégier les nouvelles séries aux suites, même si je prévois la sérialisation d'un gros manoir d'ici quelques vidéos, je vous en reparlerai en temps venu. Aussi il y avait le gros projet que j'avais tease depuis un moment, il est prêt mais j'attends encore un peu avant de le sortir. J'attends tout simplement de voir si la chaîne a brisé la malédiction dont je viens de parler et si elle refait des stats corrects parce que ça me ferait chier de le sortir et qu'après 5 jours, paf, ils disparaissent des recommandations comme les autres. Mais si tout va bien, je pense qu'il devrait sortir pour les grandes vacances. Maintenant, concernant la vidéo. Alors là, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un manoir que je voulais absolument vous faire découvrir, parce que d'après moi, c'est actuellement le meilleur manoir de Murim, et pour cause, il s'inspire énormément, que ça soit sur le dessin ou sur l'univers, de The Breaker. Si vous connaissez pas The Breaker, je vous invite vraiment à aller le lire sur le champ. C'est le papa des œuvres de Murim. Alors c'est sorti dans les années 2000, donc c'est au format manga noir et blanc,
mais c'est juste incroyable et ça continue de sortir même encore aujourd'hui au format webtoon. Pour le coup, s'il y a bien une œuvre qui revient à chaque fois qu'on me conseille une lecture, bah c'est The Breaker. Donc là forcément, Absolute Régression qui est un peu l'enfant spirituel de The Breaker, bah c'est juste incroyable et j'espère que ça vous a motivé à aller le lire. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, donc on se retrouve bientôt pour la découverte d'une nouvelle pépite et n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Discord, c'est hyper convivial et moi je vous dis à bientôt, allez à plus, à la prochaine.